Egon Krenz a quitté Moscou. Le numéro 1 est-allemand a parlé des réformes dans son pays avec Mikhail Gorbatchev. Les accidents de la route, une actualité annuelle à la Toussaint. La pluie, le brouillard seront encore très meurtriers en 89. La ruée sur le diamant, une activité cruelle. C'est au Zaïre. Premières images exclusives dans ce journal. Mauvaise journée pour les clubs français en Coupe d'Europe. Sochaux et PSG éliminés. Monaco est en ballottage. Bonsoir, et avant tout cela, un petit tour à Bercy. En ce moment même s'y joue l'Open de Paris. Vous le savez si vous regardez Antenne 2 l'après-midi. Et vous savez aussi que pratiquement tous les meilleurs joueurs du monde sont réunis en ce moment à Bercy. Forger, Lecomte, Noah ont tous passé le premier tour. Lecomte rejoue ce soir son deuxième match, juste après le match de McEnroe qui joue lui aussi son deuxième tour en ce moment. Alors Jean Mamère, où en est-on? Eh bien, écoutez, en ce moment, John McEnroe est en train de mener. J'aimerais bien que nous allions d'ailleurs sur le central tout de suite. Il est en train de mener 6-3, 4-2 dans la deuxième manche et il vient de prendre le service de Svensson alors qu'au jeu précédent, il s'était fait prendre son service par Svensson. Mais maintenant, John McEnroe mène par 5-2 dans cette deuxième manche. Donc tout va bien pour John McEnroe, vainqueur du premier set 6-3. Et donc il mène dans cette deuxième manche 5-2. Qualification facile et nous allons retrouver tout à l'heure, en fin de journal, je l'espère, Lecomte contre Michael Chang. A tout de suite donc Jean. Et tout de suite le football maintenant, car il y avait, vous le savez, pour le deuxième tour des Coupes d'Europe, 5 clubs engagés. Eh bien, Auxerre a été qualifié dès hier, Marseille joue ce soir. Alors il y avait 3 clubs qui jouaient cet après-midi, ils sont connus des fortunes diverses, plus exactement 2 se sont fait éliminer, c'est Sochaux et c'est PSG, tous les deux out, et puis Monaco, et joue en ce moment les prolongations. On va voir tout ça, les buts avec Claude Aymar. Tout commence bien pour Sochaux puisqu'à la 3e minute, Facenda, le numéro 6 italien, agresse littéralement Lucas. L'arbitre n'hésite pas, il sort le carton rouge. Les Italiens vont jouer à 10. Pourtant, il ne baisse pas les bras. 32e minute, Baggio s'échappe sur l'aile droite et centre. Bouzo est à la conclusion. La Fiorentina mène 1-0. Réaction sochalienne 4 minutes plus tard sur ce corner dévié de la tête pour Loré, Thierry Loré. Sochaux 1, Fiorentina 0. Ce sera le score à la mi-temps et malheureusement le score final malgré cette belle occasion de Carrasco en fin de match. Mais Sochaux est éliminé de la Coupe UEFA. La tâche s'annonçait plus difficile à Turin pour le PSG. En bleu, battu 1-0 match aller par la Juventus. D'autant plus que ce sont les Italiens qui ouvrent le score sur ce corner. Et cette superbe tête de Gallia, la Juve mène 2-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Heureusement, là encore, belle réaction des Parisiens 4 minutes plus tard. Centre de Tanasi sur l'aile gauche. Les défenseurs italiens se gênent un peu. Bravo en profite. Le PSG refait son retard. Mais en deuxième mi-temps, à la 82e minute, nouveau corner pour les Italiens qui aggravent le score par De Agostini. Le PSG est également éliminé de la Coupe UEFA. Enfin, 3e match à Berlin, le Dynamo Berlin en rouge recevait l'AS Monaco, des Monégasques pénalisés par un 0-0 au match aller, mais qui se créent tout de même quelques occasions comme ce tir de Fabrice Medj. Malheureusement arrêté par le gardien, mais contrairement aux 2 autres rencontres, aucun but ne sera marqué avant la fin du temps réglementaire, malgré ce tir sur le poteau de Tom, le numéro 11. Les 2 équipes jouent en ce moment même les prolongations. Et dès que c'est fini, bien sûr, je vous donne le résultat de ce match Monaco-Berlin. Les changements à l'Est, c'est notre rubrique quotidienne de géopolitique, mais ce qui se passe en ce moment derrière le rideau de fer, et c'est vrai, le changement le plus important de la décennie. Dernier épisode, Egon Krenz, le nouveau numéro 1 est-allemand, était à Moscou pour 24 heures. On aimerait bien savoir ce que Mikhail Gorbatchev lui a dit. Car pendant ce temps-là, les manifestations de rue continuent en Allemagne de l'Est. Les démissions de personnalités se poursuivent et les fuites à l'Ouest continuent elles aussi. 330 réfugiés sont encore dans l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à Prague. En tout cas, pour Egon Krenz à Moscou, c'était aussi l'occasion d'une première rencontre avec la presse internationale et l'occasion aussi d'un encouragement de Mikhail Gorbatchev. Jean-Marc Ilouz. Conférence de presse en bonne et due forme pour dire de Moscou que les réformes façon Gorbatchev ne sont plus tabous en République démocratique allemande. Voilà le premier résultat concret des 3 heures d'entretien entre le tout nouveau numéro 1 est-allemand, M. Egon Krenz, et M. Gorbatchev. En croire M. Krenz, cette brève visite de travail à Moscou a abouti à une unanimité totale. Mais le chef du PC est-allemand est resté bien avare d'explications.
Bonne vieille langue de bois pour expliquer qu'il veut rendre le socialisme plus attirant et renouveler ses sphères d'activité. Fin de citation. La réunification de l'Allemagne, bien sûr, n'est pas à l'ordre du jour. Capitalisme et socialisme doivent rester chacun à leur place, à chacun son alliance militaire, et l'Europe sera bien gardée. Pendant ce temps-là, en Allemagne de l'Est, manifestations et démissions de personnalités officielles se poursuivent. Les manifestants réclament désormais la fin du monopole du Parti communiste. Question clé certainement abordée avec M. Gorbatchev. Réponse la semaine prochaine peut-être. Pour son plénum du 8 au 10 novembre, le comité central est-allemand a du pain sur la planche. Václav Havel, l'écrivain tchécoslovaque, est rentré à son domicile de Prague après 5 jours d'hospitalisation. Le dramaturge, qui est l'un des principaux opposants en Tchécoslovaquie, avait été arrêté par la police jeudi dernier, la police qui voulait l'empêcher de participer aux manifestations du 28 octobre. Un des pays les plus en pointe dans les changements en ce moment, c'est la Pologne. Mais les réformes se heurtent à un obstacle de poids. La situation économique, elle est dramatique. Dernier exemple, l'électricité vient d'augmenter de 150%, le gaz et le chauffage urbain de 100%. Au total, en ce moment, la Pologne navigue avec un taux d'inflation de 900%. Et c'est dans ce climat qu'ont lieu les principales réformes. Pour la première fois, des entreprises d'État sont privatisées. Et vous allez le voir, les ouvriers qui au départ étaient plutôt pour la privatisation commencent maintenant à déchanter. Maryse Manot et Jean-François Hoffmann sont allés dans une de ces usines privatisées, de l'électronique. Reportage. Derrière cette façade vieillotte de Varsovie se cache la dernière nouveauté de l'économie polonaise. Point de repère, 2 lettres inconnues jusqu'ici, SA comme société anonyme. Omig a désormais un patron. Marek Grodzki, il a racheté à l'État et à crédit l'entreprise qu'il dirigeait au début de l'année. C'est l'une des premières privatisées polonaises. Le personnel a été consulté. 70% des 1000 salariés ont dit oui à la privatisation. 8 mois plus tard, certains le regrettent déjà. La privatisation, c'est bien, surtout pour le directeur. Il gagne beaucoup plus d'argent, mais pour nous et pour la Pologne, je ne sais pas si c'est bien. Quand ils ont dit oui à la privatisation, ils espéraient tous de meilleurs salaires. Mais la petite augmentation obtenue a vite été annulée par la flambée des prix. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Nos salaires, pour une entreprise privée, sont très bas. Ils devraient être beaucoup plus élevés. Le directeur dit qu'il faut investir. On comprend ça, mais on espérait beaucoup plus, surtout maintenant avec l'inflation. Et puis le patron est plus sévère avec les chefs d'atelier. Résultat, ils sont plus sévères avec nous. Ils ont aussi découvert que productivité signifiait suppression d'emplois. La première décision du patron a été de licencier le quart du personnel. Lui connaissait parfaitement les nouvelles règles du jeu. Il n'y a pas d'autre solution. Si on veut que l'économie polonaise aille mieux, il faut qu'au début certains payent pour elle. Si la Pologne suit jusqu'au bout ce discours ultralibéral, elle doit licencier le tiers de sa main-d'œuvre. L'allocation chômage n'existant pas, il lui sera difficile de passer brutalement d'une économie collectiviste à une économie de marché. Un coup d'œil sur le service comptabilité de l'entreprise Omig suffit pour comprendre qu'entre le discours du patron et la réalité, la distance est immense. La lutte contre la drogue, Pablo Escobar n'a pas été blanchi par la justice française, contrairement à ce qui avait été annoncé hâtivement. Escobar, c'est, vous le savez, l'un des patrons du cartel colombien de Medellín. Il est vrai en revanche que ces 4 complices qui avaient été pris en flagrant délit de trafic de drogue en Guadeloupe, ces 4 complices ont vu leur peine confirmée en appel malgré un vice de procédure. Escobar, lui, est en fuite. Dominique Thiers démêle les fils de cette ténébreuse affaire. 10 ans pour 2 d'entre eux, 14 ans pour les autres. Les 4 passeurs du dossier Marie-Galante ont été condamnés hier en appel en Guadeloupe. Les faits remontent à décembre 87. Les 4 hommes transportaient par avion 445 kilos de cocaïne en provenance de la propriété de Pablo Escobar, l'un des patrons du cartel de Medellín. Les policiers de la lutte antidrogue étaient au courant de la livraison. Ce sont eux qui réceptionnent sur l'île de Marie-Galante la cargaison et les 4 convoyeurs. Procès en correctionnel, en mai dernier à Pointe-à-Pitre. Les hommes de Marie-Galante sont lourdement condamnés, ainsi que leur chef,
Pour la première fois, Pablo Escobar se voit infliger une peine de 20 ans. Par défaut, car si les transporteurs ont été pris au piège, Escobar, lui, gère toujours ses fructueuses affaires en Colombie. Rebondissement hier en cour d'appel. Les magistrats annulent toute la procédure de correctionnelle suite à un vice de forme dans le dossier. Qu'à cela ne tienne, répond la cour, l'enquête de police en flagrant délit suffit pour juger les 4 hommes. Pablo Escobar, quant à lui, n'est pas selon la chancellerie concernée par cette mesure d'annulation. Il reste condamné à 20 ans de prison. Subtile nuance, il n'avait pas fait appel, précise-t-on au ministère de la Justice. Et pour cause, Pablo Escobar se moque des décisions judiciaires. Toutes les polices colombiennes le recherchent depuis plusieurs mois, en vain. La ruée sur le diamant, ce qui se passe en ce moment au Zaïre est inimaginable. Vous savez que dans ce pays, il y a des mines de diamants. Jusqu'à présent, il s'agissait de mines traditionnelles, exploitées de manière traditionnelle. Mais depuis quelques mois, le président Mobutu a autorisé tous les Zaïrois à chercher des diamants. Et c'est une véritable ruée dans cette région du Kasaï. La ville est passée de 30 000 à 1 million d'habitants. Et là-bas, c'est chacun pour soi. Voici un extrait du prochain reportage, de Michel Honorin et Alain Poirier. C'est un reportage exceptionnel car il est interdit de filmer dans ces mines. Un reportage que vous pourrez voir prochainement dans une série de magazines intitulée Les Derniers Far West. Regardez, c'est étonnant. Quand on est arrivé, ça bardait. Des gars se sont usés les reins à creuser et dès qu'ils ont atteint les diamants, une horde de voleurs a plongé dans le trou. Pas content, les propriétaires décident alors d'écrouler la mine. Il faut arrêter, qu'on a dit, ils vont crever. Ce sont des voleurs qu'on nous a répondu. À un jet de pierre du trou, des dizaines de millions. Qui se soucie du sang qu'il peut y avoir sur les diamants? C'est une bonne pièce qui vaut plus de $200. $200. C'est ça, vous pouvez voir ça. Bujimaï vit sur des milliards de carats. Et si la région est interdite aux étrangers, les Zaïrois s'y ruent, abandonnant bureaux, casernes, usines, un vrai bordel. Bon, 16 millions de carats extraits en un an par les creuseurs, dont des dizaines laissent leur peau dans l'effondrement des puits sans étayage. Le président Mobutu a décidé que ces diamants, cette fortune, appartiennent au peuple zaïrois. Plus besoin de vous enrichir clandestinement, a-t-il dit. Tout cela est à vous. Bonjour les dégâts. Les gosses ne vont plus à l'école, les paysans ne cultivent plus, n'élèvent plus. Le Kasaï doit importer sa nourriture d'Afrique du Sud et de Zambie. C'est le rush. Imaginez qu'on dise, il y a du diamant en Auvergne, à l'appel, juste à se baisser. Il y aurait de jolis embouteillages. Ça ressemble à un marché, ça a les odeurs d'un marché africain, mais c'est un marché unique au monde.
c'est pas permis. Vous avez demandé la permission. Des milliards, je vous disais. C'est un Mbujimaï, au Kasaï, en Afrique. N'essayez pas d'y aller, ce n'est pas seulement interdit aux étrangers, c'est aussi risqué. Les circonvolutions de la politique libanaise passaient aujourd'hui par Paris, où se trouvait une vingtaine de députés libanais. Le problème, c'est que samedi, en principe, samedi prochain, doit avoir lieu l'élection présidentielle. À Beyrouth, les chefs religieux chrétiens cherchent à convaincre le général Aoun d'accepter cette élection. C'est aussi ce que souhaitent ces députés libanais qui étaient donc à Paris. Pierre Serra. Ils étaient la semaine dernière réunis en conclave en Arabie Saoudite. Plusieurs d'entre eux, de toute confession, se retrouvent aujourd'hui dans un palace parisien. Le problème, c'est que l'accord signé à Taïf doit être mis en application sur le terrain. Et c'est là que les difficultés commencent. Il faut d'abord élire un président de la République. On peut surtout se demander maintenant pourquoi ces députés ne sont pas directement rentrés à Beyrouth. Aujourd'hui, nous craignons sincèrement que, vu l'atmosphère qui a été créée dans cette région, les députés ne soient pas absolument libres de circuler et de peut-être se présenter. Nous sommes en ce moment en pourparlers avec le général Aoun pour voir un peu comment cette question peut être résolue. Le général a des préventions. On peut comprendre qu'il ait eu à un moment donné des hésitations, mais nous sommes parvenus à faire passer un message, celui de la volonté du peuple libanais de vivre libre, souverain et indépendant. N'empêche que ce message, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu aller le porter à Beyrouth. Évidemment, il y a des oreilles plus dures que d'autres, mais nous pensons qu'en fin de compte, quand le message est bon, il finit par passer. Si le message est accepté par le Premier ministre chrétien, le général Aoun, ces députés devraient quitter Paris demain, le rencontrer à Beyrouth, et s'ils réussissent à le convaincre, élire un nouveau président samedi. J'ajoute que le ministre français des Affaires étrangères a précisé que l'accord de Taïf devait déboucher sur la restauration de la pleine souveraineté du Liban. Pour M. Dumas, pour la France aussi, le Liban doit se trouver libre de toute présence militaire étrangère. Un assassinat à Beyrouth, celui du seul diplomate saoudien en poste. L'attentat a été revendiqué. Explication de Louis Carzou, qui résume d'autres informations importantes de cette journée. Le djihad islamique revendique l'assassinat du diplomate saoudien abattu ce matin à Beyrouth. Ali Al-Marzouk est le second diplomate saoudien victime d'un attentat dans la capitale libanaise en moins d'un mois. Dans son communiqué, l'organisation terroriste précise qu'elle entend venger les 20 chiites extrémistes exécutés récemment en Arabie Saoudite. Fin du blocus par l'armée israélienne de Beit Saoun, un village palestinien en Cisjordanie. L'administration israélienne avait décidé ce blocus il y a 1 mois et demi pour mettre fin à la désobéissance civile des habitants qui refusaient de payer taxes et impôts. Le même jour, l'armée israélienne a annoncé la création d'une unité de colons en Cisjordanie chargée du maintien de l'ordre. Pik Botha, ministre sud-africain des Affaires étrangères, annonce la mise en état d'alerte des troupes en Namibie. Cette annonce fait suite, selon l'Afrique du Sud, aux incursions en territoire namibien de guérilleros de la SWAPO, le mouvement nationaliste noir. Ces incidents interviennent 6 jours avant la date prévue pour les élections constituantes en Namibie. Incendie, vol, coup de feu, la traditionnelle fête d'Halloween a de nouveau dégénéré aux États-Unis. Cette fête, la veille de la Toussaint, donne normalement lieu à des déguisements de tout genre et au porte-à-porte des enfants dans toutes les villes américaines. Cette année, les incidents les plus violents ont eu lieu à New York, Détroit, ainsi qu'au Texas, où un enfant a reçu une balle de 22 longs rifles. Trois bâtiments administratifs de l'équipement à Bayonne, victimes d'incendies criminels la nuit dernière. L'organisation basque Ipar-Etarak a revendiqué ces attentats. Le groupe clandestin avait été dissous en juillet 87.
L'aéroport d'Ajaccio toujours bloqué aujourd'hui par les pompiers en grève. Le syndicat des travailleurs corses, à l'origine du débrayage qui dure depuis 3 jours, réclame une égalité de traitement avec les pompiers de l'aéroport de Bastia. D'autres perturbations dans le trafic aérien, l'aéroport Charles de Gaulle-Roissy, en raison d'une grève du personnel de la maintenance de l'aéroport. L'affaire du voile islamique à l'école, Gisèle Halimi quitte SOS Racisme. Elle n'a pas accepté les prises de position de certains dirigeants de SOS Racisme, trouvant normal le port du voile à l'école. Madame Halimi pense que c'est inadmissible pour les femmes. Touche pas à mon pote, dit-elle, ne se décline pas seulement au masculin. Gisèle Halimi sera demain l'invitée de Geneviève Moll dans les 4 vérités de Télématin à 7h45. C'est une expression qui est passée dans le langage courant. Un temps de Toussaint, dit-on. Eh bien, cela veut dire, bien sûr, des pluies, de la bruine et du brouillard. Cette année 89, qui a été curieuse sur le plan de la météo, n'échappe pas à ces intempéries pour ce 1er novembre. Hélas, traditionnellement, le week-end de la Toussaint, c'est aussi un week-end très meurtrier sur les routes. Le mauvais temps aidant, l'année dernière, il y a eu 104 morts. C'est pourquoi les moyens de prévention et de secours sont particulièrement mobilisés. L'équipe d'Antenne 2, Éric Perrin et Jean Cornu, l'équipe d'Antenne 2 a suivi cet après-midi le SAMU de Melun. Un appel toutes les 5 minutes, plus de 100 interventions par semaine. Le SAMU de Melun en Seine-et-Marne consacre un tiers de ses déplacements aux accidents de la route. Pour ce 1er novembre, mobilisation générale. 13 personnes sont de service, des chauffeurs ambulanciers, des infirmières et bien sûr des médecins. Les départs en vacances du début de semaine ont heureusement contribué à alléger ce début de journée. En principe, effectivement, c'est un jour difficile. Pour l'instant, la circulation est encore à peu près convenable, mais il est certain que dans la soirée, quand les gens vont rentrer, il va y avoir de gros problèmes étant donné les conditions actuellement climatiques. Sur cette nationale, un homme a perdu le contrôle de son véhicule. Par chance, il n'a percuté aucune autre voiture. Un contrôle révélera qu'il avait 3,46 g d'alcool, 4 fois plus que le taux autorisé. Le SAMU constate tous les jours la détresse des chauffards. Il y a tellement de regrets après, si vous saviez, pour ceux qui survivent, d'avoir causé la mort, d'être immobilisés longtemps. Non, je crois qu'encore, ça n'arrive toujours qu'aux autres. À 19 h, nouvelle intervention. Une voiture a fini dans le fossé en évitant un vélo sans éclairage. Sa conductrice à la cage thoracique perforée. Toute la nuit, le SAMU de Melun va rester en alerte. En politique, un sondage, il paraît demain dans le magazine Rolling Stones. Le thème, qu'est-ce qui choque les Français dans le comportement de leurs hommes politiques? On leur a posé des questions sur l'alcool, sur les femmes, sur l'homosexualité ou sur l'argent. En retour, qu'en pensent les hommes politiques? Vincent Gerhardt, illustration. Que se cache-t-il réellement derrière la moralité affichée de nos hommes politiques et sont-ils prêts à affronter leurs électeurs sur ce terrain? Je crois qu'on nous pardonne quelques écarts. Il faut vraiment que les fautes de parcours soient très très graves pour être sanctionnées par l'électorat. Eh bien, la faute la plus grave aux yeux des électeurs, c'est de picoler plus que de raison. 9 électeurs sur 10 ne votent pas pour un alcoolique. Carton rouge toujours pour les élus, les petits malins qui achètent une belle maison à prix défiant toute concurrence grâce à leur fonction. 7 Français sur 10 ne voteront pas pour lui. Et le compte en Suisse? Avoir un compte en Suisse, ça ne me semble pas non plus très digne. Et non, surprise, messieurs les élus, vous pouvez y aller, les citoyens vous accordent leur crédit. S'il bat sa femme, est-ce qu'on vote pour lui quand même ou pas? Non, ça je vote pas pour lui. Mais j'ai pas envie de battre ma femme, vous êtes marrant vous. Là, on ne plaisante plus. Battez votre femme et vous ne ferez pas carrière. Il fume du hache de temps en temps? Ça me rend plutôt sympathique. Mais je ne fume pas de hashish. C'est vous qui avez raison, monsieur Delbar. Fumez du hache même de temps en temps et vous aurez 2 électeurs sur 3 contre vous. Sévère mais juste les Français. Ils ne veulent pas d'alcoolo camé qui castagne bobonne. Mais, et les parents mis d'office à l'hospice, hein? Ça c'est pas très sympathique, je vote pas pour lui. Ah bah merde, vous envoyez vos parents à l'hospice? Nouvelle surprise, les électeurs, ils votent quand même pour les enfants ingrats. Si jamais ça arrivait, par exemple, qu'on découvre que monsieur Lang est une maîtresse, vous pensez que l'électeur vous sanctionnerait? D'abord, je n'ai pas de maîtresse, je suis l'homme le plus fidèle de la Terre. Dommage, car côté femme, monsieur Lang, les Français ferment les yeux sur tout. Ils voteront pour un type marié 3 fois qui a des maîtresses. Monsieur l'élu pourra même fréquenter les dames de petite vertu. Alors, satisfait?
Je crois que les électeurs sont très indulgents. Toute ressemblance avec des hommes politiques en exercice est tout à fait fortuite et involontaire. Retour au tennis tout de suite avant de savoir où en est McEnroe. Nous allons voir tout de suite un résumé des matchs de la journée. Jean Mamère. Les qualifiés du jour. Face à Kriegstein, la puissance d'Agénor n'a servi à rien. Il a pourtant bien essayé de surprendre l'Américain, mais passer un marathonien des cours n'est pas chose facile. C'est donc sans grande difficulté que Kriegstein a éliminé Ronald Agénor en 2-7. Kriegstein rencontrera le vainqueur du match, Noah Gilbert. La surprise de la journée, c'est Mats Wilander, éliminé par l'Argentin Mancini. Un match intense de renvoyeurs, mais aussi par instant d'attaquant. Match marathon après un set d'un peu plus d'une heure. Mais le plus surprenant, c'est que Wilander, d'habitude si patient au fond de cours, s'est laissé déborder. Défaite en 2-7, Mancini au tour suivant rencontrera Willie Mazur, l'Australien. Alors tout de suite, on va à Bercy en direct pour voir avec Jean Mamère où on en est. Jean. Eh bien écoutez, sur le court central en ce moment, c'est Henri Lecomte qui joue contre Michael Chang, mais je vous propose de voir tout de suite la balle de match du qualifié précédent, qui n'est autre que John McEnroe. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure en début de journal. John McEnroe s'est fort bien comporté face à Svensson. Il est vrai que l'écart entre les deux joueurs était important, mais John McEnroe s'est comporté en numéro 4 mondial et il a éliminé le numéro 36 en 2-7, 6-3, 6-3. Il s'est même permis de terminer en prenant le service de son adversaire. John McEnroe rencontrera au tour suivant Horst Skorf. Quant à Lazek, c'est l'autre qualifié de la journée, il rencontrera lui le vainqueur de Messire Edberg, la partie qui va se jouer tout à l'heure après celle de Lecomte. Alors maintenant, nous nous rendons tout de suite sur le central où Henri Lecomte est au service, mais il est mené 1-0 par Michael Chang. C'est une rencontre assez tendue entre les deux hommes. L'un était finaliste, était le vainqueur de Roland Garros l'année dernière, l'autre finaliste l'année précédente. Pour l'instant, l'avantage psychologique était Henri Lecomte. Il possède 2 victoires sur Michael Chang, une en exhibition et une à Wimbledon en 1988. Pour l'instant, donc, Henri Lecomte mène sur son service. Tout se passe bien jusque-là. Le public a manifesté sa préférence pour Henri Lecomte. C'est donc très bon pour lui. Il faut espérer que Henri joue bien et se qualifie. Il nous créerait une bonne surprise aujourd'hui en éliminant Michael Chang. Voilà, alors merci Jean, tout de suite. On va repasser au football immédiatement, car j'apprends que Monaco s'est qualifié. Alors je pense qu'on va voir peut-être quelques images. Je n'ai pas plus de détails, on vient de me le communiquer au téléphone. Ça c'est, je crois, un but qui a été marqué par Berlin. Au début de la deuxième prolongation, voilà. Alors là, c'était Berlin qui était qualifié. Alors que s'est-il à passer après? Eh bien voilà, un but de Monaco sur coup franc. Et Monaco finit le match 1-1 à Berlin avec l'avantage du but à l'extérieur. C'est donc Monaco qui est qualifié. Voilà, c'est donc la bonne surprise de la journée puisque vous le savez, Paris Saint-Germain et Sochaux ont été éliminés aujourd'hui. Il y a donc Auxerre qualifié hier, Monaco qualifié aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on va terminer le journal. On a pris un petit peu de retard en effet à cause de ces buts de football et de ce direct de tennis. C'est normal, l'actualité prime tout bien sûr. Alors il me reste à vous donner encore les pronostics pour le tiercé, ou plutôt les résultats du tiercé de Toussaint aujourd'hui. Le voici, tiercé 8, As, 6. Les rapports, vous les lisez, vous savez lire, vous êtes des grands. Le quarté plus qui allait avec, c'est 8, As, 6, 4. Les rapports, même chose. Voilà. Fin de ce journal. Tout de suite, on va voir la météo avec Sophie Davant qui, je crois, va nous annoncer que le temps de Toussaint continue. Dernière édition du journal, ce sera Christian Marimono vers 23h30. Bonne soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.